je vous présente, voici un nouvel énoncé concernant toujours la gravitation universelle. On a une Mercure qui a une masse de 330,2 fois 10 exposant 21 kg et un rayon de 2439,7 km. Calculez l'accélération de la pesanteur que nous devrions subir si nous nous trouvions dans cette planète. Calculez l'accélération de la pesanteur que nous devrions subir si nous nous trouvions dans cette planète. Bon, pour une fois, contrairement à l'accoutumée concernant les exercices sur la gravitation universelle, d'habitude j'explique et puis je résous le problème. Ici je vais résoudre et puis je vais expliquer un tout petit peu des notions supplémentaires qui sont à titre informatif. Bon, avant toute chose, on a Mercure. Bon, c'est la plus proche du Soleil. C'est la plus proche du Soleil. Donc il a un rayon de 2439 km. Calculez l'accélération de la pesanteur que nous devrions subir si nous nous trouvions dans cette planète. Alors je regarde si on a deux objets. Mercure a une masse et un rayon. Donc on n'a qu'un seul objet. On n'a qu'un seul objet qui est Mercure. Donc, généralement on a deux objets. On cherche la masse d'un objet par rapport à... On cherche la masse de deux objets. Enfin, la masse d'un objet. Par exemple, je cherche la masse de Mars, la masse de Mercure, de Jupiter, mais connaissant un satellite. Connaissant les paramètres du satellite, j'ai trouvé des paramètres de la planète. Mais ici, en fait, on n'a qu'une masse. Donc, ce qui veut dire que c'est un peu normal parce qu'il demande juste de trouver l'accélération de la pesanteur. Donc, l'accélération de la pesanteur avec la masse et le rayon, ça suffit. Avec la masse et le rayon, ça suffit. Alors, pour ça, on va regarder comment on peut formaliser le calcul. Tout d'abord, on a Vénus, c'est une petite planète. Hein. Bon, 2437, c'est rien du tout. C'est une petite planète de rien du tout. 2437 km de rayon. Bon, je vais le mettre un peu plus grand quand même. Ça, c'est le centre de Vénus. On a un rayon R, mais on a un rayon unitaire avant tout. J'ai une origine, j'ai un axe, un système d'axes qui n'est pas inertiel. Il n'est pas galiléen, parce qu'il tourne. C'est un repère qui tourne. Donc il n'est pas fixe. Ça, c'est le rayon, le vecteur unitaire U. Donc j'ai l'origine et le vecteur unitaire U. Sur base de ça, je vais construire le rayon vecteur. Ça, c'est le rayon vecteur qui est le rayon vecteur R. On a une accélération Oui, en fait, il y a une deuxième personne. C'est l'accélération de la pesanteur que nous devrions subir si nous nous trouvions dans cette planète. Donc, il me semble bien qu'il y avait un deuxième corps. Voilà, il faut un deuxième corps. C'est une personne. J'ai dessiné une personne sur la planète. Donc, à ce moment-là, la personne sera attirée au centre de la Terre avec une force donnée. Donc, on a le système qui est Vénus.
Et sur Vénus, je lui ai mis un système d'axes. Enfin, un axe. Je lui mets un axe. Le système, c'est Vénus. On sait très bien que Vénus tourne. Il y a le vecteur vitesse. On a l'accélération centripète. Qui est dirigée vers le centre de Vénus. Bon, je vais faire quelque chose de plus propre parce que bon, on commence à de moins en moins voir. Donc je vais dessiner ce contexte-là agrandi hein, pour vous mettre les bonnes forces. Parce que là, ça devient du tout petit, bon, on voit plus rien. Le centre de Vénus est ici, en haut. En opprime, je vais mettre l'individu qui est sur la planète Vénus. Alors là, on a Vénus. C'est Vénus, ça c'est la planète Vénus. C'est une partie, en tout cas, courbée de la planète. Je lui mets un rayon unitaire U. J'ai le rayon vecteur R. J'ai l'accélération centripète. Bon, il faudrait que je mette des lignes bien segmentées parce que l'accélération centripète la force centripète c'est la force centripète de Vénus. De l'autre côté, j'aurai la force centrifuge, force centrifuge de Vénus. Et je vais mettre l'accélération centrifuge. Et bien sûr, la vitesse qui est tangente à la trajectoire, vecteur vitesse. Donc on a un repère non galiléen, c'est un repère non galiléen, ou tout simplement un repère non inertiel, parce qu'en fait, l'axe que j'ai défini, que je vais appeler O, le repère que je vais appeler R, qui est O, U, en fait, il bouge, il n'est pas fixe, il est mobile, parce qu'il est attaché à la planète, et la planète tourne. Donc, s'il est mobile, c'est pas un repère non c'est pas un repère galiléen, c'est un repère non galiléen, ou un repère non inertiel. Et donc, on aura de ce fait deux forces, enfin une force fictive, à cause de ce repère non inertiel, on aura une force fictive. On a l'effet du repère sur, voilà, sur la personne. Sur la personne, on aura une force fictive. Sur l'individu qui se trouve sur la planète Vénus, l'individu, là, je vais le dessiner. Là, lui va subir une force fictive. Due au repère.
et il y aura une force réelle. Donc on aura une force réelle et une force fictive. Force fictive qui est la force de ce centrifuge due au repère mobile, due à ce qu'on a un repère non galiléen. Et on a une force réelle qui est la force centripète. Donc je peux écrire que la force centripète de Vénus moins la force centrifuge de Vénus égale 0. C'est un équilibre, il est en équilibre. Somme des forces égale à 0. Là, un équilibre, somme des forces égale 0. Ce qui veut dire que la force centripète de Vénus est égale à la force centrifuge de Vénus. Et en module, ils sont égaux. Ils sont égaux en module. Ici, c'est plutôt plus. C'est un plus. Et là, je mettrais plutôt un moins. C'est plutôt un moins. Mais en module, ils sont égaux. Force centripète de Vénus égale force centrifuge de Vénus. La force centripète c'est celle qui, voilà, c'est due à l'attraction. Hein. C'est l'attraction de Vénus qui attire l'individu. Et c'est une force qui va aller de centre à centre, de barycentre à barycentre, de barycentre de l'individu au barycentre de Vénus. Donc il va aller de, si vous voulez, du centre de gravité de l'être humain, bon, que j'ai pris O', hein, ça c'est le centre de gravité de l'être humain, de O' à O. O c'est le centre de gravité, ou le barycentre, si vous voulez, de Vénus. Et O' c'est le barycentre de l'être humain. Bon, j'ai pris ses pieds, mais bon, en vérité, c'est. De toute façon, ça change rien. Il suffit que je descende juste l'individu un tout petit peu en bas. C'est pas un problème, ça. Donc, on a une force d'attraction. Et en fait, c'est la loi de Newton. Deux corps s'attirent. Ils sont proportionnels. Deux corps s'attirent avec une force telle que il est proportionnel au produit des masses et au carré de l'inverse, à l'inverse du carré de la distance. Elle sera à une constante près, qui est la constante de Cavendish. Donc la force centripète n'est rien d'autre que la masse de l'individu, la masse du bonhomme. Je sais pas comment est-ce que je l'ai appelé, la masse du monsieur là. Mais je l'ai pas mis. Masse, je vais mettre masse bonhomme. Et là, bien sûr, on a la masse de Vénus. Tout ça, c'est la masse de Vénus.
masse du bonhomme fois la masse de Vénus sur le carré de la distance, c'est de centre à centre de O à O', en fait c'est le rayon de Vénus, fois la constante de Cavendish, gamma ou G ou gamma, hein. Ça c'est la force centripète, doit être égale à la force centrifuge, et la force centrifuge c'est la masse fois le carré de la vitesse sur R. Et là, on a l'accélération centripète ici. On a l'accélération centripète. Alors, bien sûr, c'est la masse du bonhomme, hein. Et le rayon, c'est le rayon qui fait... Voilà, où le bonhomme se trouve. Où le bonhomme se trouve. Donc, j'aurai la masse du bonhomme ici. Et on peut simplifier. Il est indépendant de la masse du bonhomme. C'est indépendant de la masse du bonhomme. Parce que vous voyez que la masse du bonhomme, oui, ici c'est court la distance RV. C'est la distance du bonhomme par rapport au centre. C'est toujours RV. Donc là, il y aura deux simplifications. La première viendra que bon, c'est toujours indépendant de la masse du satellite. Quand vous faites des équations comme ça, on retrouvera toujours la masse du satellite à gauche et à droite. Il s'avère ici que le satellite n'est pas un satellite, mais un bonhomme sur la croûte terrestre du Vénus. Donc il est considéré aussi comme un satellite. Malgré qu'ils sont en position 0 d'altitude, il est considéré comme un satellite. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un satellite? Il faut définir ça, un satellite. C'est tout ce qui orbite autour de la planète, mais le bonhomme, il orbite en même temps que la planète, hein. Enfin, il orbite autour de la planète, hein. Il tourne autour de la planète, puisque la planète tourne, et il est sur la planète, donc il tourne en même temps. Donc, quelque part, nous sommes tous des orbites de la Terre. Tout être humain qui est sur Terre est un orbite de la Terre. Donc, tout ce qui est sur Terre est une orbite. Tout objet sur Terre est une orbite. Mais en altitude, position 0, si vous voulez. Parce qu'il est sur la croûte terrestre. La croûte terrestre étant considérée comme 0. Donc ici, je peux simplifier. De toute façon, c'est toujours indépendant de l'orbite, hein. Dans tous les calculs que j'ai faits, il y a toujours des simplifications comme ça. C'est normal, on a la masse de l'orbite à gauche, la masse de l'orbite à droite, donc ça simplifie. Par contre, ce qui est nouveau, c'est que habituellement, le rayon, ça dépendait du problème. Ça dépendait du problème. Si l'orbite était éloignée comme ceci, la distance, c'était ceci. Voilà, ça c'est la masse M1, la masse M2. M1 est une orbite de M2. Voilà, M1 tourne autour. Le système, c'est M2, et M1 tourne autour de M2. Donc la distance, on avait une certaine distance. Donc c'était... oui, ici c'est plutôt R carré. Chaque fois j'oublie le carré, c'est R carré. Voilà, donc là, on avait une distance qui allait de centre à centre. De centre à centre. Et c'est toujours de centre à centre, hein. C'est toujours sur une droite d'action qui relie les centres de gravité ou les barycentres. Donc c'est de centre à centre. La distance, c'est de centre à centre. Et bien sûr, on a une droite qui passe par O'O', qui est la ligne voilà, c'est la ligne où vont agir les forces. Toutes les forces vont agir suivant la direction O'O'. J'ai parlé de direction, pas de sens, hein, parce que le sens, ça dépend. Si j'ai parlé de l'accélération centripète, c'est dans le sens O'O'. Mais l'accélération centrifuge sera dans le sens O', de O vers O'. O', accélération centrifuge, enfin,
de O' vers O, accélération centripète, de O' vers O, force centripète, de O vers O', force centrifuge, de O vers O', rayon vecteur, de O vers O', force centrifuge et accélération centrifuge. Donc, la distance est toujours la distance là, hein, séparant les deux. Par contre, ici, dans mv carré sur r, c'est tout ce rayon-là. C'est le rayon vecteur, si vous voulez. C'est le rayon vecteur r, qui va aller de O... Non, le rayon vecteur, je m'excuse. Parce qu'ici, justement, c'est ça que je voulais expliquer, c'est que le rayon vecteur, si vous prenez le rayon vecteur de la planète, que j'appelle r, comme le bonhomme, il est sur la planète, ben, le rayon vecteur, voilà, il ira de là au bonhomme, du centre au bonhomme. Le rayon vecteur. Maintenant, si vous avez un satellite qui n'a rien à voir avec la croûte terrestre, là, le rayon vecteur, il fait toujours le rayon là. Voilà, mais cette fois-ci, pour calculer le R de la force centrifuge, il faut tenir compte du R où se trouve le satellite, c'est-à-dire c'est le R, c'est la distance de là à là. Alors, pas confondre rayon vecteur. Le rayon vecteur, c'est tout simplement qu'on a un cercle. C'est le rayon pour lequel on a formé un vecteur avec le rayon. C'est le rayon vecteur. Mais il aura bien sûr la position, il y aura la direction là où se trouve l'objet. Hein. L'objet est constamment en train de bouger. Donc le rayon vecteur va tourner. C'est un vecteur tournant. Hein. Bon, je vais faire un meilleur dessin parce que c'est vrai que pas terrible tout ça. Si l'objet il est là, en orbite, il va tourner comme ceci, autour de la planète. Mais le rayon vecteur, il est toujours pris dans le sens, si l'objet est là, le rayon vecteur, bien sûr ça c'est le centre, hein, je pars du centre, le rayon vecteur ce sera ça. Il sera là. Maintenant, si l'objet a changé de position, le rayon vecteur il sera là. Si l'objet est ici, le rayon vecteur il sera là. Le rayon vecteur il varie. Hein. Le R il varie de position. Hein. Enfin de direction. Il change de direction le rayon vecteur. Il suit, si vous voulez, l'orientation de l'orbite. Il suit l'orientation de l'orbite. Donc l'orbite tourne, et quand il tourne, ben, le rayon vecteur va tourner aussi. Et les vitesses aussi vont tourner. Hein. Bon, la vitesse elle est là, tangentielle, vitesse tangentielle, vitesse tangentielle, vitesse tangentielle, etc. La vitesse, elle sera tangentielle ici. Mais maintenant, si je prends un cas particulier, je m'excuse, si je prends un cas particulier où cette fois-ci l'orbite, qui est considéré comme un être humain, ici c'est un être humain, il est sur la croûte terrestre, ben là, le R il est toujours au même endroit. Si l'être humain est là, on aura ceci. Maintenant, si l'être humain est ici, sur la croûte terrestre, le rayon vecteur est toujours là. Si l'être humain est là, sur la croûte terrestre, le rayon vecteur, enfin, il est là. Donc on aura le R qui va changer de direction suivant la direction prise par l'orbite. Bon, mais on sait bien que le rayon vecteur n'a pas bougé. Enfin, ne change pas. Le rayon vecteur, ça reste un rayon vecteur. C'est le rayon vecteur du système. Et le système ici, c'est Vénus. Donc le rayon, c'est le rayon de Vénus. Mis sous forme de vecteur. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Maintenant, autre chose.
si vous voulez calculer maintenant la force centrifuge, mais il faudra tenir compte mv carré. mv carré sur r. Et ce r, là, c'est la distance de là à l'orbite, du centre de la planète à l'orbite. Par contre, si l'orbite est sur là, comme ceci, ben, la distance, c'est le rayon. Hein. C'est ça que je suis en train d'expliquer. Là, la distance, c'est le rayon, parce que voilà, on n'aura pas une distance... il est sur la croûte terrestre, donc par rapport au centre de la Terre, il est évalué par rapport au rayon. Hein. Voilà, c'est ça que je suis en train d'expliquer. Donc ici, ce qu'on aura, on aura vraiment un rayon, hein, pas une distance. On aura vraiment un rayon. C'est un rayon. C'est le rayon de Vénus. Et ça, c'est le rayon aussi de Vénus. Donc, qu'est-ce qui va rester? Si je simplifie, il va rester la constante de Cavendish fois donc la masse du bonhomme a disparu fois la masse de Vénus est égal à m, il est simplifié, masse du bonhomme, fois l'accélération centripète qui vaut v carré vitesse voilà, de rotation sur le rayon de Vénus. Alors là, il y avait un rayon carré ici. Ben, il va passer à gauche. Il passe à gauche. Et je peux simplifier ces deux rayons pour ne rester que RV. Il va rester V carré R. V carré R. V carré RV. Donc, si vous voulez, le gamma masse de Vénus vaudra la vitesse circonférentielle, mais comme il est sur la croûte, quelque part on peut dire que c'est VR V carré RV. V carré RV. Bon, la constante de Cavendish, on la connaît. La masse de Vénus, elle est donnée. La masse de Vénus, elle est donnée. Et le rayon de Vénus, il est donné. Donc, on demande de calculer l'accélération de la pesanteur. Oui. L'accélération de la pesanteur, enfin, c'est la force centripète. Hein. L'accélération de la pesanteur, G, c'est l'accélération centripète. Donc, c'est l'accélération centripète qu'on me demande. On me demande l'accélération centripète, mais ce n'est rien d'autre que la gravitation au G. Hein. De Vénus, bien sûr, c'est la gravitation de Vénus. Bon, alors je vais refaire ça correctement parce que bon, ça veut dire que je dois transformer ça parce que c'est pas ça qu'il me faut. Je vais chercher l'accélération centripète de Vénus. Donc je remets les équations. Gamma, masse de Vénus, masse du bonhomme sur le rayon carré de Vénus est égal à la force centrifuge qui vaut m, la force fictive centrifuge, qui est la masse du bonhomme fois la vitesse circonférentielle v carré sur RV. Bon. Et ça, c'est l'accélération centripète. MA. C'est m fois a, masse fois l'accélération. Donc, je peux simplifier par la masse du bonhomme, je vous l'ai dit. Et là, je peux trouver l'accélération centripète. L'accélération centripète de Vénus qui va être égale à la gravitation de Vénus.
gamma, masse de Vénus sur R carré Vénus. Donc je n'ai pas besoin de chercher la vitesse, hein. On ne me le demande pas. Je peux directement chercher l'accélération centripète. Donc voilà, calculer l'accélération de la pesanteur que nous devrions subir si nous nous trouvions dans cette planète. Donc il ne demande pas la vitesse. Je ne suis pas obligé de calculer la vitesse là. Donc je ne vais pas passer par la vitesse, je vais directement mettre l'accélération centripète. Je vais calculer l'accélération centripète en faisant ce calcul là. Donc la masse de Vénus, 330,2 ça c'est l'accélération centripète. Bien sûr de Vénus. Bon, ben on va calculer ça, on va chercher la calculatrice. Alors, c'est la constante de Cavendish qui vaut 6,67. Bon, je vais remettre 10 moins 11. Je vais mettre 11. 6,67. Ça, c'est la constante de Cavendish. Elle est tellement petite, parce que c'est du 10 moins 11. Je vais multiplier par les 330. Ça, c'est la constante de Cavendish. Hein, elle est très petite, elle vaut presque, voilà, tout petit, hein. Ça vaut presque 0 en fait. Ça vaut presque 0. Hein. On a une tendance vers 0. Mais une tendance vers 0, mais quelque part avec une puissance 10 moins 11. Mais comme on a 10, 21, pour la masse, ça va vite se rééquilibrer. Vous allez voir, j'aurai 21 moins 11, j'aurai du 10 exposant 10. Hein. Donc, qu'est-ce que je dois faire? La masse fois la masse fois 330,2 fois 21, 10 égale, et je dois diviser par 2439 km, je dois mettre en mètres au carré égale. Voilà. 3,770. Voilà, ça c'est l'accélération. Je vais m'arrêter ici, je vais mettre un 7. Bien sûr, mètres par seconde carré. Hein. Celui-ci était en kilomètres, j'ai dû le mettre en mètres fois 1000. Et là, on a des mètres par seconde carré. Bon, on va aller voir ça sur Internet. L'accélération de Vénus. Vous voyez que je ne suis pas obligé de passer par la vitesse. Hein. L'accélération de Vénus est de 3,7 mètres par seconde carré. Je m'excuse, c'est pas Vénus, c'est Mercure.
de Mercure. Oh, je sais pas pourquoi j'ai appelé Mercure, Vénus tout le long. C'est Mercure. Ouh là là. J'ai appelé tout le long Vénus alors que c'est Mercure. Ouais, c'est Mercure. Je sais pas pourquoi j'ai appelé ça Vénus. C'est Mercure. Je cherchais à... J'ai tout le long j'ai appelé Vénus alors que c'est Mercure. Ouais, donc c'est Mercure. Force centripète de Mercure. Mercure. C'est Mercure, hein. Je m'excuse, mon... Bah, c'est pas grave, c'est juste la dénomination qu'il faut changer. Là, c'est... Vous remplacez MV par M Mercure. La planète, c'est Mercure. Je m'excuse, bon, je viens de me rendre compte ici, c'est pas MV, c'est M Mercure. M Mercure, masse de Mercure. Bah, enfin bref, ça change rien, le calcul il est bon de toute façon. C'est juste que c'est masse de Mercure et pas masse de Vénus. Tout le long, j'avais dans mon esprit que je traitais Vénus. En fait, non, je traite Mercure, c'est la planète la plus proche du système du Soleil. La plus proche du Soleil, c'est Mercure. Bon. Et là, vous voyez que Vénus, c'est 8,87 mètres par seconde carré, alors que Mercure, c'est 3,7 mètres par seconde carré. Jupiter a une plus grande accélération, 24,79. Saturne, 10,44. Voilà. Donc, vous savez trouver par Internet les accélérations des différentes planètes. Alors maintenant, vous allez voir le système solaire et ces 9 planètes. Bon, ça faut pas lire ça. C'est juste le système solaire tel que nous le connaissons. Il est pour le moment composé de 8 planètes dans l'ordre Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune, gravitant toutes à des vitesses différentes autour de notre étoile. Donc ils ont tous des vitesses différentes, hein. Le Soleil. Notre étoile, c'est le Soleil. Dans le vide intersidéral entre les planètes se trouvent deux ceintures d'astéroïdes. La première ceinture se situe entre Mars et Jupiter et la deuxième, appelée ceinture de Kuiper, est observable après Neptune et son objet le plus connu est la planète naine Pluton. Si vous vous rappelez, cette dernière a été destituée de son rang de planète en 2006. Elle n'est plus planète en fait. Elle est considérée comme une planète naine. Voilà, bon, ben ça, je vais voir les définitions justement. C'est pour ça que je vous montre ceci ici. Donc, a été en 2006, suivant la découverte d'un corps plus gros qu'elle, Eris, mais qui ne pouvait pas être référencé à proprement parler comme planète. Depuis, beaucoup d'autres objets ont été observés et répertoriés, et leur classification en planète naine ou simple corps est de plus en plus complexe. Chacun ayant des masses et des tailles très variées, tout entre dans la famille des transneptuniens, c'est-à-dire des corps en orbite autour du Soleil, au-delà de Pluton. C'est l'observation de la trajectoire de plusieurs de ces gros objets qui a mené à la découverte d'anomalies gravitationnelles. Supposons l'existence d'autres planètes, dont Neptune, Pluton et bientôt notre planète mystère. Pour bien comprendre d'où vient cette idée de 9e planète, nous allons tout d'abord poser des définitions, puis rappeler les lois basiques de l'astrophysique. Sans elles, comment comprendre les raisonnements à la base des observations d'anomalies de trajectoire. Bon, le but, c'est pas de voir l'anomalie de trajectoire, mais je vais vous définir quelques petites choses. Vous rappelez-vous d'avoir jamais entendu une définition scientifique du mot planète? C'était bien là le problème de l'Assemblée générale de l'Union astronomique internationale UAI qui en 2006 s'est mis d'accord sur une définition plus claire du mot planète. C'est à ce moment-là que se sont également apparus les termes de planète naine et de planétoïde. Nous avons simplifié ces définitions pour vous en évitant d'ajouter les détails barbants. Mais attendez-vous à ce que certains corps soient changés de classification, car tant qu'on n'aura pas observé tout ce qu'il y a dans notre système solaire, on ne pourra pas faire de définition immuable. Une planète est un corps flottant dans l'espace qui tourne autour du Soleil, a une forme plus ou moins sphérique, possède une masse d'au moins 5 fois 10 puissance 20, un diamètre d'au moins 800 km et qui a éliminé tout objet proche de son orbite, soit en se l'appropriant, c'est-à-dire en faisant son satellite,
naturels, soit en les détruisant dans une collision, par exemple, sur l'image d'illustration, la Terre. Bon, là, il y a une collision, mais bon, l'image, on ne voit rien. Bon, c'est cette petite image. Un satellite est un corps qui gravite autour d'une planète. Sur l'image d'illustration, la Lune. Un objet planétoïde est synonyme d'astéroïde. Donc tout à l'heure, quand je disais l'être humain est un satellite, pourquoi pas, mais là, il faut aller voir la vraie définition d'un satellite. Hein. Un corps qui gravite autour d'une planète. Ben, l'être humain, voilà, il est autour de la Terre. Hein. Bon, on peut l'appeler aussi un satellite, pourquoi pas. Un objet planétoïde est synonyme d'astéroïde. C'est pour ça que l'être humain n'est pas pris en tant que satellite, parce que bon, voilà, l'être humain, normalement, il est satellite, mais il n'est pas pris dans les définitions des satellites. L'être humain est un satellite de la Terre. Il tourne autour de la Terre. Voilà, tout comme la Terre tourne, il est sur la Terre, donc il tourne en même temps que la Terre. Mais on ne le prendra pas en tant que satellite, on ne dira pas que c'est un satellite. Nous sommes les habitants de la Terre et tout ce qui concerne tout ce qui est sur la croûte terrestre n'est pas considéré comme satellite. Voilà. Un objet planétoïde est synonyme d'astéroïde. Un astéroïde est un corps sphéroïde en forme de sphère dont les dimensions ne dépassent pas quelques centaines de kilomètres. On peut dire que toutes les planètes sont des planétoïdes, mais l'inverse n'est pas vrai. Sur l'image d'illustration Sedna, Kawar qui sont les plus susceptibles d'entrer dans la catégorie des planètes naines et Cérès. Alors, les lois astronomiques simplifiées applicables dans le système solaire et ailleurs dans l'univers. Pour comprendre le cheminement intellectuel des astronomes, nous allons ici introduire les bases simplifiées des lois physiques spatiales. La gravitation universelle de Isaac Newton. Cette loi nous dit que tout objet matériel attire à lui les autres objets dans un rapport proportionnel à sa masse et selon sa nature. Pour mieux comprendre, nous reprenons l'exemple de la pomme de Newton. La Terre exerce une attirance sur la pomme, mais la pomme exerce aussi une attirance sur la Terre. Or, comme la Terre a une plus grande masse que la pomme, c'est son attraction, sa gravité qui l'emporte. La loi de l'inertie, ou première loi de Newton, cette loi dit qu'en l'absence de force extérieure, tout corps en mouvement conserve celui-ci de manière rectiligne à vitesse constante. Par exemple, un objet que l'on lance dans l'espace continuera sur sa route à l'infini à même vitesse s'il ne rencontre aucun obstacle, de type nuage, de poussière qui le ralentira, autre corps céleste qui percuterait arrêt de l'objet ou déviation de la course avec une nouvelle vitesse, ou un corps qui l'attirerait à lui, augmentation ou diminution de la vitesse. Enfin, plus compliqué, la loi de Kepler. La première loi dit que l'orbite d'une planète au sein du système solaire forme une ellipse dont l'un des foyers est occupé par le Soleil. La deuxième dit que la vitesse de révolution d'une planète sur son orbite est constante. La planète fera donc toujours le tour de notre astre à la même vitesse, soit en 365,25 jours pour la Terre. Mais qu'elle varie quand même selon la position par rapport au Soleil. Quand la planète est près de celui-ci, elle avance plus vite, et quand elle est loin, elle avance plus lentement, à cause de l'attraction du Soleil, selon la loi de Newton. Sans rentrer dans les détails, la troisième loi de Kepler nous permet de calculer la distance moyenne entre une planète et notre étoile. Elle permettra donc théoriquement d'aider dans la détection d'observation de notre nouvelle planète. Si vous n'avez pas tout compris, ce n'est pas grave, retenez juste que tout objet attire les autres à lui-même, mais dans des proportions différentes selon sa taille et sa composition. Un objet lancé dans l'espace suivra une trajectoire rectiligne et à une vitesse constante si aucune force extérieure ne les perturbe. Les planètes tournent autour du Soleil à une vitesse variable, mais toujours dans une même durée. Ça, c'est la loi de Kepler, hein, bien sûr. La dernière, c'est la loi de Kepler. Et ici, vous explique la théorie de la 9e planète. Bon, mais ce n'est pas le but de cette vidéo-ci. Alors, quel est l'ordre des planètes du système solaire? Combien y a-t-il de planètes? Quels sont leurs noms? Notre système solaire comporte 8 planètes qui sont en orbite autour du Soleil. Partant du Soleil, il s'agit de Mercure, Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Ces planètes portent le nom des dieux romains. C'est des dieux romains.
Maintenant, je vous rappelle qu'ils en ont enlevé une. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Oui, ils ont enlevé. Ils ont bien enlevé Pluton. Ils ont enlevé Pluton. Pluton n'y est plus. Voilà, Pluton n'y est plus. Pour qu'un astre soit qualifié de planète dans notre système solaire, il doit répondre à 3 conditions énoncées clairement par la NASA, qui reprend la résolution votée par l'IAU, Union astronomique internationale, en 2006. Les deux liens sont en anglais. Tout d'abord, l'objet céleste en question doit se trouver en orbite autour du Soleil, c'est-à-dire qu'il doit tourner autour. La Lune, par exemple, est en orbite autour de la Terre et son orbite est soumise à sa gravité. Ensuite, il faut considérer que la planète doit répondre à des exigences de forme, elle doit être sphérique. Pour qu'une planète soit sphérique, il faut de la matière, beaucoup de matière, afin que la force gravitationnelle la pousse à former une sphère ou un géoïde. Enfin, le critère de masse est capital pour être considéré comme une planète. L'astre doit être assez gros pour attirer vers lui, par sa gravité, les astres plus petits qui se trouvent dans son orbite, et ainsi opérer une sorte de nettoyage orbital. Les petits corps célestes attirés font grossir l'astre. Pourquoi Pluton n'est plus une planète? En 2006, Pluton, qui formait une des 9 planètes majeures de notre système solaire, a été rétrogradé dans la catégorie des objets mineurs en tant que planète naine. Elle ne répondait plus aux critères permettant de qualifier un objet céleste comme planète, notamment en termes de masse. Pluton ne nettoyait pas sa ceinture orbitale et n'exerçait pas une force gravitationnelle assez forte pour attirer vers elle les astres qui se trouvaient autour de lui. De plus, l'amélioration des techniques d'observation et la constatation que plus de 10 000 astres gravitent autour du Soleil, parfois de taille supérieure à celle de Pluton, ont remis en question sa qualification. Néanmoins, Pluton conserve son importance et son statut de planète naine a été grandement facilité par le fait qu'il s'agisse de la première planète découverte par un Américain, Percival Lawrence Lowell, l'a en effet découvert en 1930, alors qu'il cherchait à comprendre les perturbations de l'orbite de Neptune. Comment retenir les planètes du système dans l'ordre? Moi, même mnémotechnique pour les planètes, voici quelques petits trucs mnémotechniques pour retenir l'ordre des planètes de notre système solaire en partant du Soleil. Le mot Sun, Soleil en anglais, permet de retenir l'ordre des 3 dernières planètes de notre système solaire, Saturne, Uranus et Neptune. Saturne, Uranus, Neptune, c'est pour la fin, Sun de Soleil. En prenant la première lettre de chacune des mots de cette phrase, on obtient l'ordre des planètes de la plus proche du Soleil à la plus lointaine. Par exemple, ma vieille tante Marie a jeté samedi un navet. Ma vieille trompette me joue son ultime nocturne. Ma voiture te mène joyeusement sur une nationale. Mais viendras-tu manger jeudi sur une nappe? Vous en retenez une par cœur. Hein. Faut pas tout retenir par cœur, bien sûr, vous aurez compris ça. Ma voici toute mignonne, je suis une nébuleuse. Me voici toute modifiée, je suis une nouveauté. Me voilà tout mouillé, j'ai suivi un nuage. Mon vieux, tu m'as jeté sur une navette. Mon violoncelle tombe, mais je sauve une note. Sors pour soleil, moi vite ta marmite jaune sur une nappe. Mélanie, vous trompez mal, je suis un navet pourri. Pour Pluton. Oui, P pour Pluton. Parce que là, il y en a 9. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais. Ils ont considéré Pluton. Normalement, on s'arrête à. Voilà, on s'arrête pas à Pluton. Dans la 8, Pluton est une planète naine. Ma vieille tante me jette souvent un noyau. Ma vieille tante montre à Jean son univers des 9 planètes. Bon, et alors il y a le nom de ceux qui nous ont donné ça, par Cléopâtre, par David. Mercure veut tromper Mars. Je suis une nouvelle planète pour Pluton, par Mathias Darioli. Monsieur, vous travaillez mal, je suis un novice. Pardi. Ouais, Pluton, c'est fini. Hein. Donc voilà, donc il y a beaucoup de gens, beaucoup de ceux-là qui peuvent se retirer. Hein. Monsieur, vous travaillez mal. Voilà. Et voilà. Pour la première planète Mercure, la plus proche du Soleil, il faut se dire qu'elle porte le même nom que l'élément Mercure qui est liquide à température ambiante. Ainsi, on peut se dire que la chaleur du Soleil fait fondre le mercure.
Ensuite, pour la 6e et 7e planète, Saturne et Uranus, il faut les relier en se disant que Saturne se termine par Urne, ce qui est presque tout, le début de Uranus. Ainsi qu'on peut penser à la liaison Saturn-Uranus. Bon, ben ça, tout ça, c'est des méthodes mnémotechniques, mais je vous demande pas voilà, de savoir tout ça, parce que bon, vous les connaissez par cœur, il n'y a pas besoin de savoir ces phrases-là. De toute façon, il se pourrait que même ces phrases-là, vous les ayez oubliées. Donc, mais la méthode du Sun est très bien, hein, pour savoir les 3 dernières. Si on a exclu les 3 dernières et que la Terre est la 3e, et que Mars est après la Terre, ben on peut déjà entrevoir beaucoup de choses. Hein, parce qu'il y en a que 8 de toute façon. 8, je crois, c'est ça. 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Il y en a 7. Parce que Neptune, on l'enlève. Elle est considérée comme planète naine, d'après les définitions. Donc il y en a 7. Et alors, vous voyez que la Terre, c'est la 3e, Mars, c'est la 4e. Hein. Et bon, les 3 dernières sont faciles. Mais la dernière, toute dernière, là, il n'y a plus besoin de la retenir parce que Sun, c'est fini. Neptune n'y est plus. Et alors, on s'est plus trompé parce que vous savez très bien que la Terre, c'est la 3e. Bon, Mars, c'est la planète qu'on veut voir la plus proche en sortant du système solaire. Sinon, si on arrête de l'autre côté, il ferait plus chaud. Donc, on va dans le moins chaud. Alors, le Sun, c'est facile. Saturne, Uranus, Neptune, mais Neptune n'est plus. Ce qui veut dire qu'entre Mars et Saturne, vous pouvez placer Jupiter. Pourquoi? Parce que Jupiter est la plus grosse planète. La plus grosse planète. Saturne vient juste derrière. Donc, de cette manière-là, vous savez mettre Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus. Mais il y en a encore 2, il ne faut pas vous tromper. Pas vous tromper. Ça commence, le système solaire commence tous par un M. M, de toute façon, les planètes prennent une majuscule. Hein. Prennent une majuscule, donc vous pouvez considérer que c'est comme un monsieur. Donc le M va commencer, Mercure pour M. C'est noble. Un monsieur, on met une majuscule, un nom d'un monsieur, ben, M de majuscule, M de Mercure. Et ensuite, tout devient facile. Hein. Vénus, Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus et Neptune. Alors, je peux vous donner un petit truc, c'est le truc que je viens de vous dire. Hein. Les planètes ont toutes une majuscule. Majuscule, M majuscule. Toutes les planètes ont une majuscule. Donc, vous commencez par Mercure. M de Mercure, M majuscule, M de Mercure. Ensuite, peu importe ce que vous savez, la Terre est la 3e. Mars, c'est ce qu'on veut aller visiter. On veut visiter Mars. Donc c'est celle qui est juste après la Terre. Hein. C'est la planète la plus proche. Ensuite, après Mars, il y a la plus grande planète, Jupiter. Ensuite vient Sun. Mais Neptune n'y est plus. Oui, Pluton, je crois que c'est Pluton qu'ils ont enlevé. Oui, ils ont enlevé Pluton. C'est Pluton qu'ils ont enlevé. Neptune y est toujours, c'est Pluton qu'ils ont enlevé. Ouais, c'est Pluton qu'ils ont enlevé. Je m'excuse. Tout à l'heure, j'ai dit Neptune, mais c'est Pluton qu'ils ont enlevé. Donc là, le N est toujours là. Je m'excuse. Le N de Neptune est toujours là. Donc c'est, après Jupiter, c'est Saturne, qui est la deuxième plus grosse planète, avec sa couronne. Uranus, Neptune, et si vous voulez savoir la planète naine, c'est Pluton. Donc, ce qui veut dire, s'il vous en reste une, elle est facilement plaçable. C'est Vénus. Puisque la Terre, c'est le 3e, et Mercure, c'est le 1er, donc il en manque une, c'est Vénus. Donc, vous savez placer ça facilement. Voilà, je vous remercie.